Le 1er septembre 1985, au cœur de l'Atlantique Nord, à près de 4000 mètres de profondeur, quelque chose apparaît sur un écran de contrôle verdâtre. Une forme massive, immobile, silencieuse. Après 73 ans d'absence, le Titanic vient d'être retrouvé. Pour le monde entier, c'est un moment historique. La fin d'un mythe, la victoire de la science sur l'oubli, c'est la couverture de tous les journaux, l'ouverture de tous les journaux télévisés. L'humanité a enfin retrouvé le plus célèbre des navires perdus. Mais ce que très peu de gens savent à ce moment-là, c'est que cette découverte n'était pas l'objectif officiel de la mission. En réalité, le Titanic n'était même pas la priorité. Il n'était que la seconde partie, presque une cerise sur le gâteau, d'une expédition bien plus secrète. Car l'homme à l'origine de cette découverte, Robert Ballard, ne travaillait pas seulement pour une institution scientifique, il travaillait pour la marine américaine. Et sa mission réelle, celle qui lui a donné les moyens de ses ambitions, était bien plus sensible et profondément liée à la guerre froide. Pour comprendre comment le destin du plus grand paquebot du monde s'est retrouvé lié à un conflit planétaire, il faut remonter quelques décennies en arrière. Dans les années 1980, le monde est encore divisé en deux blocs. Les États-Unis et l'Union soviétique se font face avec des milliers de têtes nucléaires, pointées les unes sur les autres, prêtes à s'anéantir à tout moment. C'est une ère de suspicion, d'espionnage, de démonstration de force. Mais la confrontation ne se limite pas à la surface de la Terre, ou même à la course à l'espace. Sous les océans, une guerre silencieuse et invisible est en cours. Une guerre de submersibles, de patrouilles discrètes et de technologies de détection. C'est dans ce climat de tension extrême que deux tragédies frappent la marine américaine. Dans les années 1960, deux de ces sous-marins nucléaires disparaissent mystérieusement dans les profondeurs de l'Atlantique. Le premier s'appelle l'USS Thresher. Il sombre en 1963 avec 129 hommes à bord. Le second, c'est l'USS Scorpion, qui disparaît 5 ans plus tard en 1968, avec 99 marins. Ces navires ne sont pas de simples sous-marins, ils représentent le fleuron de la technologie américaine. Ils transportent des réacteurs nucléaires, une source d'énergie qui leur permet de rester immergés pendant des mois. Et pire encore, pour le Scorpion, il emporte avec lui des armes atomiques, des torpilles à tête nucléaire. Leur perte pose un problème majeur, et même plusieurs, à la marine américaine. D'abord, il y a la question technique. Pourquoi ont-ils coulé ? Était-ce une faille de conception ? Une erreur humaine ? Ou, et c'est la question qui hante les amiraux, l'intervention d'une puissance ennemie. Et puis il y a une autre question, encore plus angoissante. Quelqu'un pourrait-il tenter de les retrouver ? Plus précisément, les soviétiques pourraient-ils bien localiser ces épaves et récupérer la technologie des réacteurs, ou pire, les armes nucléaires qui s'y trouvent ? Dans un contexte de tension extrême avec l'URSS, cette possibilité devient une obsession stratégique. Il est impératif pour les États-Unis de savoir ce qui est arrivé à ces submersibles et de s'assurer que personne d'autre ne puisse y accéder. C'est là qu'intervient notre personnage principal, Robert Ballard. Ballard est un océanographe de génie, un véritable passionné des grandes profondeurs. Il est l'un des pionniers de l'exploration sous-marine habitée. Mais au-delà de sa carrière scientifique, il nourrit depuis son enfance un rêve, une véritable obsession, retrouver l'épave du Titanic. Pour lui, ce n'est pas juste une carcasse de métal, c'est un chapitre de l'histoire humaine, une capsule temporelle qui attend au fond de l'océan. Le problème, c'est qu'une telle expédition coûte extrêmement cher. On parle de millions de dollars pour affréter un navire, mobiliser une équipe et surtout déployer des technologies de pointe capables de sonder les abysses. Un tel budget est impossible à obtenir pour un financement purement scientifique. La quête d'une vieille épave, même aussi célèbre soit-elle, n'est pas une priorité pour les agences de recherche. Ballard voit donc son rêve lui échapper. Mais de son côté, la marine américaine, elle, dispose de moyens considérables. Elle a des navires, des budgets presque illimités pour ses opérations classifiées et des technologies de pointe, notamment des robots sous-marins téléguidés, et surtout, elle a un intérêt très clair. Inspecter ces deux sous-marins nucléaires perdus
le Thresher et le Scorpion. Elle doit comprendre ce qui leur est arrivé et évaluer l'état des réacteurs et des armements. C'est alors qu'un accord discret est conclu, un pacte qui restera secret pendant des années. La marine approche Ballard. Elle lui dit en substance « Nous finançons votre expédition. Nous vous donnons accès à notre meilleur navire de recherche et à nos robots sous-marins révolutionnaires capables de cartographier les abysses avec une précision inégalée. En échange, votre mission officielle sera scientifique, mais votre mission réelle, la priorité absolue, sera de localiser et d'examiner nos 2 épaves nucléaires. Et si, et seulement si, il vous reste du temps après avoir accompli cette mission, alors vous pourrez utiliser le reste du temps pour chercher votre fameux Titanic. Le paquebot attendra. Pour Ballard, c'est une offre qu'il ne peut pas refuser. C'est la seule chance de réaliser son rêve. La mission débute donc sous le sceau du plus grand secret. Officiellement, Ballard mène une campagne d'exploration géologique. En réalité, il plonge dans les profondeurs pour retrouver les fantômes de la guerre froide. Il commence par le Thresher, puis le Scorpion. Ce qu'il découvre est glaçant. Les images qui remontent dans des profondeurs montrent des coques brisées, tordues, implosées par la pression phénoménale des abysses. Il observe l'état des réacteurs, s'assure qu'il n'y a pas de fuite radioactive dangereuse pour l'environnement. Il remplit son contrat avec la marine. Mais au-delà de l'aspect militaire de sa mission, ces épaves lui apprennent quelque chose d'essentiel. Une leçon qui va changer radicalement sa manière de chercher. Ballard remarque que lorsqu'un grand navire comme un sous-marin coule en profondeur, il ne se pose pas délicatement sur le fond en un seul morceau. La pression et les forces hydrodynamiques le disloquent, le déchirent. Et en coulant, il laisse derrière lui une longue traînée de débris, comme les miettes du petit poucet. Des pièces de métal, des équipements, des fragments de la coque, tout cela est étiré sur des kilomètres par les courants marins. Il découvre une sorte de signature invisible de la catastrophe. Ballard comprend alors que toutes les recherches précédentes du Titanic, les siennes comprises, ont commis la même erreur fondamentale. Elles cherchaient l'épave elle-même, elles balayaient l'océan en espérant tomber par hasard sur une coque de près de 300 mètres de long. Or, à l'échelle de l'océan, même un objet aussi gigantesque est minuscule. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, presque impossible à repérer. Mais les débris, eux, ils racontent une autre histoire. Ils forment un champ bien plus large, une cible beaucoup plus facile à trouver. Si l'on trouve la traînée de débris, il suffit de la remonter pour trouver la source, l'épave principale. C'est une révélation. La clé n'est pas de chercher le navire, mais sa trace de destruction. Lorsque la mission militaire pour la marine prend enfin fin, le temps est compté. Le navire doit bientôt rentrer au port. Il ne reste à Ballard qu'une douzaine de jours. 12 jours pour trouver le paquebot le plus célèbre de l'histoire. Beaucoup dans son équipe pensent que c'est une mission impossible, une perte de temps. Mais Ballard décide de prendre un risque. Il va appliquer la méthode qu'il a apprise en étudiant les sous-marins nucléaires. Au lieu de quadriller la zone en cherchant la coque du Titanic, il va chercher sa traînée de débris. Il calcule la zone la plus probable de l'impact avec l'iceberg et commence à scanner le fond marin, non pas à la recherche d'une silhouette de navire, mais de la moindre anomalie, du plus petit fragment qui pourrait appartenir au paquebot. Les jours passent, les heures s'étirent. À bord du navire de recherche, l'ambiance est tendue. Les écrans de contrôle défilent, montrant un paysage sous-marin désespérément vide et monotone. Rien. L'équipage est épuisé. Les quarts de veille s'enchaînent dans une routine abrutissante. La déception commence à s'installer. Le rêve de Ballard semble une nouvelle fois sur le point de s'évanouir. Puis, dans la nuit du 1er septembre 1985, un peu avant 2 heures du matin, alors que la plupart de l'équipage dort, quelque chose apparaît sur l'écran, un objet qui ne ressemble pas à une roche, une forme cylindrique, lourde, manifestement fabriquée par l'homme, métallique. Ballard, qui est 2/4, se fige, il zoome sur l'image. Son cœur s'accélère, il reconnaît immédiatement ce qu'il voit, les rivets, la taille, la forme. Il n'y a aucun doute possible, c'est une chaudière, et pas n'importe laquelle. Ce type de chaudière, avec ses caractéristiques mais spécifiques, n'a été installé que sur les paquebots de classe olympique. Le Titanic est là, juste sous leurs yeux, ils ont trouvé la traînée de débris. À cet instant, personne à bord ne célèbre. Il n'y a pas de cris de joie, pas de champagne. Un silence solennel s'installe dans la salle de contrôle.
Ils comprennent qu'ils ne sont pas face à un simple exploit scientifique, à un trésor d'archéologie. Ils sont face à un cimetière, le lieu de repos de plus de 1500 âmes. Ballard demande le silence. L'heure est symbolique, il est presque 2h20 du matin, exactement l'heure où, 73 ans plus tôt, le Titanic a disparu sous les flots glacés de l'Atlantique. L'équipe observe les images en silence, dans un moment de respect et de recueillement. La découverte est historique, mais aussi profondément humaine et tragique. Pendant des années, le public ne connaîtra qu'une version de cette histoire. La belle histoire, celle d'une grande découverte scientifique menée par un explorateur passionné qui a accompli son rêve d'enfant. Et ce n'est pas faux, c'était bien le rêve de Robert Ballard. Mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité, c'est que, sans la guerre froide, sans la paranoïa nucléaire, sans la disparition tragique des sous-marins Treasure et Scorpion, la technologie utilisée pour retrouver le Titanic n'aurait probablement jamais été financée à ce moment-là. Le robot Argo, qui a repéré la première chaudière, était un prototype militaire. Le temps de navire, payé par le contribuable américain, était alloué à une mission de défense nationale. Le paquebot de rêve n'a pas été recherché par pure nostalgie, il a été retrouvé dans l'ombre d'un affrontement militaire mondial. Sa découverte est une conséquence indirecte, presque accidentelle, des tensions entre les deux superpuissances. Aujourd'hui, l'épave du Titanic disparaît peu à peu. Elle est dévorée par des bactéries qui se nourrissent de fer, rongées par la pression et les courants. Dans quelques décennies, il n'en restera peut-être plus qu'une tache de rouille sur le fond de l'océan. Mais son histoire, elle, continue de révéler des secrets inattendus, des couches de complexité que l'on ne soupçonnait pas. Car parfois, les plus grandes découvertes de l'humanité ne naissent pas simplement de la curiosité, mais de la peur, du secret et des calculs stratégiques. Et parfois, le véritable mystère n'est pas au fond de l'océan, dans une épave silencieuse, mais dans les raisons cachées, dans ce que les hommes et les gouvernements ont choisi de taire pendant des décennies. La découverte du Titanic n'est pas seulement une histoire d'exploration, c'est aussi une histoire d'espionnage. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour de nouvelles histoires.